Dans cette partie de notre présentation, nous allons vous présenter le modèle permettant de définir la durée de vie légale et optimale d'un brevet. Ceci représente donc la longueur d'un brevet qu'il faut absolument différencier de la durée de vie effective d'un brevet. Cette notion est le résultat d'un arbitrage entre les incitations et l'utilisation. L'incitation représente le retour privé sur les investissements en recherche et développement revenant à l'innovateur pendant la durée du brevet. Elle correspond à l'efficacité dynamique dans notre modèle. L'utilisation correspond à l'efficacité statique qui regroupe les avantages sociaux pour les consommateurs et les autres entreprises à l'expiration du brevet et à l'émergence de la concurrence. Après la description des objectifs principaux de notre modélisation, nous allons maintenant décrire les éléments nécessaires pour la construction de nos différents programmes de maximisation. Pour cela, nous allons dans un premier temps nous intéresser à la fonction de coût qui s'écrit de la manière suivante. Donc, C de x est égal à 1/2 de phi fois x au carré. Le paramètre phi dans notre modèle reflète ici l'efficacité exogène de la technologie d'innovation actuelle. En règle générale, si phi est faible, alors la technologie d'innovation est efficace. Mais dans notre cas, on va supposer phi assez grand pour que x soit considéré comme une probabilité. Et donc, en déterminant ce niveau d'efficacité, le paramètre x représentera la probabilité de succès de l'innovation dans nos différents programmes de maximisation. Une propriété importante de la fonction de coût est le fait qu'elle soit strictement convexe, car la dérivée seconde est positive. Nous allons maintenant aborder le programme de maximisation du côté de l'innovateur. L'objectif de ce programme est de déterminer le niveau optimal de succès de l'innovation. Pour cela, il faut procéder à la résolution du programme de l'innovateur qui s'écrit de la manière suivante. Alors, ici, nous avons la demande qui est représentée par x fois P de t. Cela correspond au produit de la probabilité de succès avec la valeur actualisée du rendement de l'innovateur. À cette demande, on soustrait les coûts, ce qui nous donne le profit de l'innovateur. Suite à la maximisation de ce profit, nous obtenons le résultat des conditions de premier ordre suivantes. P de t moins phi fois x, qui est égal à 0. Après transformation, on peut obtenir le niveau de probabilité de succès optimal qui vaut la valeur actualisée du rendement divisé par phi. Suite aux résultats obtenus, il est aussi nécessaire de mettre en évidence une propriété concernant la valeur actualisée du rendement. Comme le profit monopolistique est supérieur au profit concurrentiel, on peut justifier que P de t est une fonction croissante de t, tout comme la probabilité de succès optimal. Ce qui peut être interprété de la manière suivante. Plus la protection du brevet est longue, plus le rendement de l'innovateur et son incitation à investir en recherche et développement sont élevés. Après l'obtention du niveau de succès optimal, nous allons maintenant réaliser la résolution du programme du législateur. L'objectif de ce programme est de la détermination de la durée optimale du brevet qui maximise le rendement social de l'effort d'innovation.
étant donné qu'il participe correctement à l'intensité de recherche décrite par X étoile de T de l'innovateur, cela maximisera le profit. Pour l'écriture du modèle, il suffit tout simplement de substituer X par X optimal, P de T par S de T. Suite à la réalisation de la maximisation de ce programme, nous obtenons le résultat suivant. Je ne vais pas décrire un par un l'égalité suivante, mais on peut se focaliser sur l'égalité à la fin ou entre les deux effets marginaux de notre programme. Alors, d'un côté, nous obtenons du coup le gain marginal dynamique qui égalisera la perte statique marginale. Tout ceci, cet équilibre, correspond à la durée optimale permettant d'obtenir l'équilibre cherché entre les deux notions décrites au début de cette partie. Et donc, la durée optimale doit être choisie de manière à ce que le gain dynamique marginal soit égal à la perte statique marginale. Ici, le gain dynamique marginal est le reflet de l'encouragement des efforts d'innovation suite à une augmentation de la durée de vie d'un brevet. Et la perte statique marginale correspond à l'augmentation des coûts en recherche et développement et la diminution de la rente des consommateurs. On peut en retirer deux remarques essentielles afin d'obtenir une bonne intuition pour la suite. Alors, les rendements de l'activité en recherche et développement sont décroissants. Comme la fonction de coût est convexe, il est de plus en plus coûteux d'augmenter la probabilité de succès de l'innovation et donc il faudrait des augmentations plus importantes de T pour atteindre une probabilité de succès donnée. Le deuxième, l'actualisation des bénéfices de l'innovation pour les consommateurs seront réalisés qu'après l'expiration du brevet. Et donc, plus T est élevé, plus la valeur actuelle sera faible. Pour cette première partie, nous avons deux leçons à retenir. Alors, le premier serait que la durée optimale d'un brevet peut être limitée. Un brevet d'une durée optimale illimitée ne peut pas permettre de maximiser le bien-être social. Pour illustrer tout ça, nous allons passer à un exemple de fait qui a été réalisé dans les années 70 aux États-Unis. Démarrant dans les années 70 aux États-Unis, cela concerne les arguments contre l'extension de la durée des droits d'auteur aux États-Unis. En 1886, la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques a été signée par un grand nombre de pays. Cette reconnaissance marquera le début d'une nouvelle ère pour la diffusion des œuvres littéraires et artistiques dans différents pays tout en maintenant ses droits d'auteur. Le premier cas, en 1976, ça a été la concrétisation de cette loi des droits d'auteur sur le territoire américain. Cette loi a permis d'augmenter ainsi les durées de protection à 50 ans après la mort de l'auteur et à 75 ans pour les œuvres en dénomination sociale générale.
Un deuxième procès a eu lieu en 1998 qui a eu pour résultat l'extension de la durée de protection des droits d'auteur. Cette loi permet donc une extension à 70 ans après la mort de l'auteur et 120 ans pour les œuvres collectives d'entreprise. En 1990, il y a eu la première contestation de ces droits accordés par la loi de 1998. Et en 2002, 17 économistes apportent leur soutien aux pétitionnaires en mettant en avant l'argument qu'il est très peu probable que les avantages économiques de l'extension des droits d'auteur dans le cadre de l'ACET l'emportent sur les coûts. Et la phrase à retenir dans ce procès, dans cette lettre plutôt, les revenus gagnés pendant les 20 ans supplémentaires sont si fortement réduits qu'ils perdent presque toute valeur, tandis que la protection étendue des œuvres existantes génère des pertes d'efficacité immédiate. Du coup, avec cet argument-là, ils ont pu renégocier sur la durée optimale des brevets afin de minimiser leur durée pour que le public puisse en bénéficier par la suite rapidement.